Salut tout le monde, on se retrouve pour une box sur Hack the Box. Cette box elle s'appelle Backdoor et c'est un OS Linux et difficulté Easy. Alors j'ai déjà commencé la box. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai lancé mon scan Nmap. Hop. Donc j'ai lancé d'abord un scan Nmap pour scanner tous les ports de la box. Et une fois que j'ai obtenu les ports qui sont ouverts le 22, le 80 et le 1337, j'ai fait un scan avec les options "-c" et "-v" pour lancer les scripts par défaut et obtenir les versions des services sur ces ports. Et on peut remarquer que j'ai donc le port 22, un SSH d'ouvert, et le port 80 qui est ouvert. On peut voir que c'est un Apache 2.4.41, et également il y a un WordPress. Donc ça c'est assez intéressant parce que WordPress a beaucoup de failles, donc il y a de grandes chances pour qu'on obtienne quelque chose sur ce WordPress. Et on a également un title qui est ici. Ok. Et là, on a un port 1337 qui est ouvert. Mais on va commencer par visiter le site web qui est présent. Donc ça, c'est le WordPress par défaut. C'est le site que WordPress met par défaut. Donc ici, rien de bien impressionnant. Et pour les WordPress, on sait que c'est dans wp-admin, le dossier, où il y a l'identifiant de WordPress. Ah, toute la question c'est est-ce qu'on a obtenu WordPress 5.8.1? Donc on va rechercher s'il y a des failles sur cette version-là. Alors on peut visiter wcontent, wp-content, peut-être, non on n'a rien là-dedans. C'est vrai qu'il y a ça, /uploads, /uploads, on obtient quelque chose là-dedans. Alors 2021, tout a l'air vide. Ok, donc dans /uploads tout est vide. Licence.txt, voyons voir, licence.txt, licence avec un S. Hop. Alors, 2021, tac tac. Alors, ici on a un plugin qui s'appelle eBook Download. On va voir si des fois il y a des failles sur ce plugin. Et ici on en a une. Ok, on va récupérer ça. Et ça permet de télécharger des fichiers locaux. Donc essayons d'ouvrir ça. Là, on obtient la configuration du WordPress. Donc là, on a déjà le nom de la base de données. Hop là, tout ça, on va le récupérer. On a l'utilisateur et on a un mot de passe qui est juste ici. Ces trois-là, je vais les récupérer. Déjà, on peut essayer de prendre le etc passwd. Ça nous éclairera sur les noms d'utilisateurs. Donc on va retrouver notre passwd, on va le déplacer ici. Alors on a un utilisateur qui s'appelle user. J'ai recherché pas mal de, de manières de rentrer mais aucune faille sur le WordPress n'a l'air de fonctionner. Donc maintenant je cherche des fichiers qui pourraient être intéressants à lire. On va chercher un moyen de passer notre... là on peut lire les fichiers, on va chercher s'il n'y a pas un moyen pour passer ça sur l'exécution de commande. Alors, Apache log, ça on pourra pas vu qu'on peut pas modifier les logs. Sur Actrix, lorsqu'on regarde les LFI, on a ici une chose qui est intéressante, c'est si on descend, quand on regarde pour passer d'une LFI à une RCE, on a via proc/étoile/fd/étoile. Je sais pas en fait comment fonctionne exactement
cet LFI là. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire plus de recherches pour voir comment passer d'une LFI à une RCE via cette technique. Donc LFI RCE, on va regarder brute force, on va mettre brute force et proc. Alors si je revois proc self stat, proc self stat, si je scène de ça, j'obtiens des trucs. Déjà là ici, j'ai des trucs. C'est déjà un peu plus intéressant ici. Non, le problème c'est qu'ils injectent du PHP, mais le PHP de mon côté ne sera pas exécuté. Bon, on peut essayer de brute forcer les PID pour voir ce qu'on obtient. Alors, j'ai tenté le brute force avec Burp Suite, mais il se trouve qu'après pas mal de temps, on n'est qu'à 470 sur les 1000 nombres à tester. Donc je vais stopper ça. Et de ce côté-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un petit script. Dans ce petit script Python, j'ai tout simplement importé le module request. Juste ici pour dire que je brute force le PID. Et ensuite, j'ai fait une boucle qui va donc de 0 à 999. Cette boucle va former ensuite notre URL, donc avec l'ALFI qu'on a trouvé, /proc suivi du PID qu'on teste, donc c'est-à-dire le numéro de la boucle, et suivi de cmdline. Ensuite, il fait un get à cette URL, et une fois qu'il a fait un get à cette URL, il nous print ce qu'il a trouvé avec un seul ligne. Et une fois lancé ce script, en quelques secondes, il m'a fait le test des 1000, et à la fin, on a une seule chose d'intéressante qui est juste ici, cette ligne-là. En l'occurrence, moi c'est 961, mais il y a de grandes chances pour que ce soit un PID différent pour vous. Moi, le PID, en tout cas, on peut voir qu'il a lancé un GDB serveur sur le port 1337. Donc notre port 1337 qui est ouvert, on a un GDB serveur qui tourne dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher dans mes exploits locaux si j'ai pas quelque chose avec GDB serveur. Apparemment, nous n'avons rien. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est rechercher sur internet GDB serveur exploit. Alors donc GDB serveur, c'est quoi? Ça nous permet de lancer le GDB, le GNU Debugger, depuis un ordinateur distant. Et là, on a bien précisé sur Actrix que Nmap n'est pas capable de reconnaître ce service. Donc en fait, le serveur qu'on est en train d'attaquer a une backdoor d'installer sur, d'où le nom backdoor d'ailleurs. Ok, donc on va tester ça. On va commencer par créer ce binaire là, en plein, avec MSF Venom. On va créer la backdoor, donc on reprend MSF Venom, notre localhost, donc comme on voit en haut à droite, je suis en 10.10.14.20, 10.10.14.20, et local port 4444, ça, ok. Je crois que je vais devoir me mettre en écoute de ce côté-là. Donc là j'avais fait des tests Python, hop, on va nettoyer ça, on va se mettre en écoute, 4444. Ensuite, voyons voir. Moins au binary.elf, donc on a notre binary.elf ici, il faut faire un chmod plus x sur notre binary.elf. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un GDB, il utilise GDB dessus. Et j'ai pas de GDB d'installer, par défaut il n'est pas installé, donc on va l'installer. Petit problème, je vais peut-être faire un apt get update avant. Et juste après l'update, je vais relancer mon install de GDB, ça devrait fonctionner ce coup-ci. Là ça fonctionne, voilà. Ok. Donc ensuite, j'ai fait un bin, ok. Donc on va faire GDB suivi de l'exécutable. Et une fois qu'on est dans GDB, on va dire à GDB qu'on a un debugger qui est un debugger distant. Donc target extended remote et 129.10.129.96.68.
10.129.96.68 et 2.1337 le port. Remote debugging, donc là ça m'a l'air bon. Ensuite on va donc en fait on upload sur le serveur distant, on upload le binaire qu'on a créé avec MSF Venom. Donc set remote exec file, donc là on va lui dire d'exécuter binary.elf dans home user en fait, et on n'a plus qu'à faire le run. On va lui dire oui, il va starter dès le départ. Est-ce qu'on a là ici? Voilà, on est en utilisateur. On va pouvoir faire un ls-l, et là ici on a récupéré notre user.txt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une persistance, donc en mettant ma clé dans le .ssh, donc je vais faire un mkdir.ssh, je vais faire cd.ssh, et ensuite je vais echo ma clé publique, cd.ssh cat id_rsa.pub. Si jamais vous n'avez pas de clé publique, il faut utiliser la commande ssh-keygen. Mais là j'ai ma clé publique, et cette clé publique je vais la copier juste ici dans la commande echo, et ça dans authorized keys. Ensuite il faut faire un chmod de 600 sur authorized keys, et je vais retourner en arrière, faire un ls-la, et il faut que je fasse un chmod, il faut que je change pour .ssh, par contre je me souviens plus des droits qu'il le faut, ls-ll, ah, je sais pas les... Alors, .ssh, il faut qu'il soit en 700. Ok, chmod 700.ssh. Et en faisant ça, normalement, tout devrait fonctionner. Normalement, si je fais ssh user at 10.129.96.68, ça devrait me connecter automatiquement. J'accepte. Et on est connecté en tant qu'user avec un vrai shell bien plus pratique que celui-là. Donc ici, on va pouvoir faire un CTRL-C pour quitter. Et là, la backdoor, on va pouvoir la quitter également. Exit. Non, si je fais un CTRL-C. Quit. Ah, quit. Ok. Donc maintenant qu'on est connecté, on peut évidemment récupérer le flag de notre utilisateur. On indique la difficulté. Par ici, hop, on va la mettre à 5. Peu importe la difficulté, ça dépend de chaque personne. Voilà. En tout cas, on a obtenu l'utilisateur. Maintenant, on n'a plus qu'à passer route. La dernière fois, quand on a pu, avec notre LFI, on a regardé ETC PassWD. Dans ETC PassWD, on a vu qu'il y avait LXD. LXD, c'est un système un peu comme Docker, donc c'est-à-dire pour créer des containers. Et je sais qu'il existe en fait des failles concernant concernant LXD. Donc apparemment, je n'en fais pas partie du groupe LXD. Sudo-L, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas le mot de passe. On peut chercher les fichiers avec un SUID. Donc, hop, et on relance les erreurs dans le dev nul. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher lin-enum pour énumérer donc GitHub lin-enum. Pour énumérer tout ce qui pourrait nous aider à monter en privilège. Alors, lin-enum. On va aller ici, dans notre dossier, on va faire un git clone de lin-enum. On a notre lin-enum.sh qui est ici, on va ouvrir un serveur HTTP
http.serveur. On ouvre un serveur web, port 8000. De ce côté, on va faire un wget de http 10.10.14.20/lin enum avec majuscule à lin et à enum. Et j'ai oublié d'indiquer le port 2.8000. Ok, et ensuite on va pouvoir lancer l'inenum, donc chmod plus x pour donner les droits en exécution, et on le lance. Alors voyons voir. Alors, comme j'ai rien trouvé avec l'inenum, ce que j'ai fait c'est que je vais tester avec l'inpeas qui pourrait me sortir d'autres choses. Donc pour l'inpeas, j'ai été jusqu'ici. Là dans le quick start, j'ai été dans la release page et j'ai téléchargé ce fichier linpeas.sh. Une fois que je l'ai téléchargé, je vais le mettre dans mon dossier. Je suis dans le dossier l'inenum, c'est pas très grave. Ok, je mets en place un serveur HTTP du côté de ma victime. Je télécharge l'inpeas et je l'exécute, tout simplement. Ok, donc là ici, ça c'est intéressant. On voit là tout ce qui est sur fond orange comme ça veut dire, si on revient au début, il a un code couleur. Le code couleur c'est tout ce qui est sur fond orange. Ça a 95% de chance d'être un vecteur pour une élévation de privilège. Donc en fait les élévations de privilèges les plus probables sautent aux yeux. Et donc là, ça m'a tout de suite sauté aux yeux qu'il y avait ça. On voit que c'est le root qui exécute usr has-been cron. Donc cron, ça veut dire que c'est dans la cron tab, c'est un élément qui est exécuté suivant un certain temps, tous les temps de temps. Ça c'est lui qui le définit. On voit sleep 1, ça veut dire qu'il doit l'exécuter très souvent. Et il fait un bin sh-c while true do sleep 1. Et on peut voir qu'il lance screen, et screen c'est une commande qui nous permet d'obtenir un shell. -petit, -exec, exec screen. Donc il va exécuter la commande de screen tous les certains temps, et ça on va pouvoir l'utiliser pour monter en privilège. Voyons voir. Si on fait un screen -h, tiens, dans l'aide on voit qu'il y a un -x qui permet de s'attacher à une autre instance de screen. Est-ce qu'on peut pas faire screen -x root? Peut-être root/root. Ah, on a bien notre en marquant root/root. C'est juste le nom de la session. J'avais juste marqué root, mais il faut un /root en plus. Ça nous fait passer en root. En fait, on sait tout simplement notre commande screen, c'est tout simplement rattaché à la commande screen de l'utilisateur root. Et donc ici, on peut obtenir notre flag root.txt, on a notre flag, et on peut l'entrer dans hack-the-box. Voilà, c'est tout pour cette machine. On a réussi à obtenir l'utilisateur root, on a un accès total à la machine, donc on a terminé. Seul petit bémol de la machine, c'est de devoir faire un brute force. Ça, j'aime pas trop devoir faire les brute force contre les machines. C'est quelque chose qui est souvent interdit quand vous faites un pentest d'ailleurs. Dans tous les cas, c'était relativement intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon hacking et vous retrouve dans la prochaine vidéo.